Eddie Bellegueule, voilà un nom, un patronyme qu'il y en a de la gueule. Et pourtant, ce nom-là, notre invité ce matin, bonjour Édouard Louis, Bonjour. a voulu s'en détacher, s'en débarrasser, comme on se déleste d'un poids beaucoup trop lourd, impossible à supporter davantage. Ce poids, c'est le poids d'une enfance et d'une adolescence chauffée à blanc, le poids du regard des autres sur une différence difficile, voire impossible à assumer, le poids aussi d'un milieu social que vous présentez, Édouard Louis, dans votre livre. En finir avec Eddie Bellegueule, comme au fond une cage dont on a seulement envie de fuir. Votre roman, Édouard Louis, il faut le dire, est au nombre des 10 livres présélectionnés dans le cadre du roman des étudiants, le nouveau prix littéraire lancé en décembre dernier par France Culture et Télérama, et dont le lauréat sera désigné le 19 mars par un jury d'étudiants. Mais enfin voilà, vous voilà Édouard Louis, vous êtes parti de votre village de Picardie pour aller passer un bac général option théâtre dans un lycée d'Amiens. Aujourd'hui, vous étudiez la sociologie à l'École normale supérieure, et l'an dernier, vous dirigez à 20 ans, Mazette, un ouvrage consacré à Pierre Bourdieu, intitulé Pierre Bourdieu, l'insoumission, un héritage aux presses universitaires de France. Et bien, cette insoumission devant la violence sociale et la violence du milieu ouvrier d'où vous venez, on la retrouve à chaque page de votre livre, poignant, sans pathos. En finir avec Eddie Bellegueule, disons-le tout net, nous a bouleversés au matin, pas seulement moi, toute l'équipe qui a préparé d'ailleurs l'émission avec moi. Et au fond, on se pose plusieurs questions, c'est légitime en le lisant. S'agit-il d'un reniement complet, d'un milieu que l'on méprise, d'un milieu social, d'un village, d'une famille, d'un père, d'une mère, d'un frère, ou au contraire une mise en lumière tendre malgré tout d'un monde que l'on cache en France ou que l'on ne veut plus voir? S'agit-il d'un journal intime? La question aussi de l'autofiction, d'un témoignage écrit avec les tripes, ou s'agit-il d'un roman sociologique, d'un essai presque qui décortiquerait les logiques d'une partie de notre société? Enfin, s'agit-il de manifestes politiques sonnant la révolte contre une homophobie active, ancrée dans le quotidien des mots, dans les insultes qu'on prononce, souvent sans réfléchir, et de la violence qui s'en dégage? Enfin, on assiste en tout cas tout au long de votre livre à un retournement, à la préparation d'un nouveau départ, et on se prend à ne plus croire nécessairement au hasard. Vous dites dans votre livre que le jeu de télévisé préféré de votre père était la roue de la fortune. Eh bien, cette roue, visiblement, semble avoir tourné pour vous. Édouard Louis, il faut que je fasse attention de bien vous appeler Édouard Louis, c'est un livre d'insoumission, de révolte, de vengeance. C'est un livre de révolte. Non pas que Eddie Bellegueule, dans le livre, soit révolté. C'est un livre qui appelle à la révolte, contre les normes sociales qui nous enserrent, qui nous assignent à des places prédéterminées dans l'espace social. En vérité, Eddie Bellegueule n'est pas du tout quelqu'un de révolté dans le roman. C'est quelqu'un qui a peur. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit. La fuite a été seconde pour Eddie Bellegueule. C'est d'abord quelqu'un qui est abjecté dans un monde qui ne veut plus de lui parce qu'il est différent, parce qu'il ne se comporte pas comme les autres, parce qu'il n'est pas un vrai garçon, parce qu'il ne correspond pas aux attentes de ses parents. Mais donc l'abjection est première et la fuite est seconde. La colère vient après, en fait. Il n'est pas accepté, pourquoi? Parce qu'il a des manières? Il n'est pas accepté parce qu'en effet, il grandit dans un milieu populaire où les valeurs viriles priment, les valeurs de la masculinité priment sur tout le reste, et lui n'aime pas les jeux de garçons, lui a une voix très aiguë, lui ne se resserre pas une seconde fois au dîner, et puis il a une forme d'attachement à ses enseignants, ce qui est toujours louche pour un vrai dur, qui doit refuser l'école, qui doit refuser de se soumettre d'une certaine manière. Il n'est pas assez gros à l'école. Il n'est pas assez gros, parce que les hommes doivent bien manger, c'est une bonne maladie, comme lui disent ses parents dans le roman, et comme le disaient mes parents, et comme ils le disent toujours. Enfin bref, le problème, c'est qu'on se dit que le petit Eddie Bellegueule, il est pédé. Eddie Bellegueule est pédé, et donc dès le début, on lui fera signifier sa différence, avant même que lui ait pris conscience de sa différence. Le livre commence sur une scène de crachat, où le narrateur, c'est-à-dire moi, reçoit dans un couloir au collège des crachats de deux garçons qui, jour après jour, vont revenir et l'insulter, le frapper, lui dire pédé, pédale, tantouze, etc. Ah, donc c'est donc vous? Il y a marqué roman. Il est écrit roman parce que j'ai voulu protéger un certain nombre de personnes, et puis parce que c'est une expérience qui est collective, c'est une expérience que d'autres ont vécue, que d'autres vivent, pas seulement des homosexuels aussi. Je me rends compte dans les courriers que je reçois depuis la publication du roman, de gens qui me disent « Moi j'étais le petit youpin, j'étais le petit rebeu, j'étais le petit pédé, j'étais la petite grosse. » Et mon roman traite de ça aussi, de qu'est-ce que c'est que d'être un enfant différent, et de la guerre qui est menée
aux enfants différents. Un enfant différent qui va essayer de se convaincre tout de même qu'il ne l'est pas tant que ça. Donc il va grossir, manger des chips, ça ne plus savoir qu'en faire, prendre 20 kilos et s'inventer, enfin plus que s'inventer, avoir quelques relations avec quelques petites amies. Hein, il se met des masques. Eddie Bellegueule fait tout pour correspondre aux attentes. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il n'était pas en colère. Et que c'est en fait un dominé qui reproduit sa propre domination, qui essaie de se conformer aux normes et qui n'a qu'une aspiration, justement, c'est d'être comme tout le monde. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je répète que le livre n'est pas le récit d'une fuite, puisque à ce moment-là, Eddie Bellegueule donnerait tout, j'aurais tout donné pour être comme tout le monde, pour ne pas être différent. Et ensuite, on se réapproprie cette différence. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est un livre sur le piège, l'impossibilité de changer à l'intérieur du monde de mes parents, du collège, écrivez-vous. Absolument, c'est un monde à l'intérieur duquel il est impossible de changer, comme bien d'autres mondes d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la fuite a été nécessaire. D'abord, on vous abjecte, tu n'es qu'un sale pédé, tu n'es qu'un sale noir, tu es une femme. Et puis un jour, on peut écrire un livre ou descendre dans la rue et dire « je suis un sale pédé, j'en suis fier, je suis un noir ». Et j'en suis fier. Et se marrer à l'insulte éventuellement aussi, du coup. En tout cas, arriver à l'apprendre. Essayer de transformer l'injure, absolument, d'en faire un beau nom d'hérésie, comme disait Michel Foucault. Vous auriez aimé à l'école que justement il y ait éventuellement, je ne sais pas, un cours avec un professeur de collège qui vous aurait dit que ça n'est pas grave nécessairement d'être homosexuel. Vous avez vu la polémique qu'il y a aujourd'hui. Les parents croient qu'on va enseigner à leurs enfants à l'école justement qu'ils ne sont ni des filles ni des garçons et que même le risque d'être homosexuel est grand. Comment vous observez ces parents-là qui manifestent beaucoup? Vous écrivez dans votre livre que par moment votre mère elle vous dit tu n'iras pas à l'école, hein, et puis c'est une récompense de ne pas vous y envoyer à l'école. Elle s'autorise à ne pas vous envoyer à l'école comme un petit cadeau. Absolument, parce qu'il y a une... C'est quoi qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Il y a une sorte de guerre des classes entre, d'une part, les familles des classes populaires, celles dont je parle, puisque c'est là d'où je viens et c'est celle que je connais. Un instant de précision comme un encadré. Quand vous dites classe populaire, on est dans ce qu'on appelle le prolétariat. Ce ne sont pas des ouvriers, on est dans un milieu social inférieur, si j'ose dire. Mon roman décrit comme ça un village ouvrier du Nord, qui est déshérité, exclu, mis à la marge, et où l'usine renvoie petit à petit les ouvriers. Donc on est en effet moins qu'ouvriers. Et pour quelqu'un comme Eddie Bellegueule, et par rapport à l'actualité, avoir des cours de genre aurait été quelque chose de tout à fait émancipateur pour lui, tout à fait libérateur. On lui aurait fait comprendre que cette différence, et pour un enfant différent, de tels cours reviendrait à lui dire que ce qu'il a n'est pas pathologique, que ce qu'il a est construit. Bien sûr qu'il y a une théorie du genre, je ne vois pas pourquoi les gens se défendent de ça. Disons qu'il y a, si on est précis sur les mots, il y a des études de genre, les gender studies de Judith Butler, il y a Judith Butler, il y a eu Simone de Beauvoir avant, qui se sont acharnés à déconstruire le genre. Mais comme le disait Derrida, déconstruire, c'est aussi toujours reconstruire, c'est montrer comment les choses sont construites, comment les comportements sont construits, comment les rôles sociaux sont construits. Et en fait, l'école n'arrête pas de nous astreindre, que ce soit dans la classe ou dans la cour de récréation, à des rôles de genre. En fait, le genre est omniprésent. Il est tellement omniprésent que si vous parlez de ça, vous déclenchez des réactions d'hystérie totale, comme on le voit, à quel point le genre structure les inconscients, les pensées, les façons de penser. Oui, mais enfin, ceux qui, en revanche, le milieu dans lequel vous êtes, vous dites sale pédé, ils n'ont pas franchement accès ou ne possèdent pas toutes les subtilités des questions d'études et de gender studies. Non, absolument. Ce n'est pas, une théorie à l'état théorique, c'est des théories à l'état pratique avec lesquelles on fait corps. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, justement, est-ce que vous pensez, comme l'écrit Sylvain Bromeau dans Libération ce matin, qu'au fond, quand même, le ministre de l'Éducation nationale s'y prend mal à dire absolument, au fond, qu'il ne s'agit pas de théorie du genre? Bromeau écrit « Notre ministre aurait ensuite gagné à expliquer combien le concept de genre, forgé par nombre de chercheurs en sciences humaines depuis plus d'un demi-siècle, est précieux pour penser nos sociétés, combien il est utile politiquement et même nécessaire pour lutter contre les inégalités. » Oui, absolument. C'est ce que je disais, c'est que le genre
est quelque chose de tout à fait émancipateur, est une catégorie d'analyse qui permet de comprendre bien des mécanismes sociaux, les mécanismes de classe aussi, qui sont souvent des distinctions de genre. Être un vrai mec au sein des classes populaires dont je parlais, qui ont insulté Eddie Bellegueule, qui insulte Eddie Bellegueule dans le roman. Être un vrai mec, c'est ne pas être un efféminé, un bourgeois, les bourgeois efféminés, etc. Comme on les perçoit dans ce monde-là. Et donc, si le monde politique n'arrive pas à faire bouger les lignes, au moins j'espère que la littérature le pourra. C'est ce que vous voulez faire, vous? Il y a évidemment je m'inscris dans cette filiation. Si vous aviez eu le droit, vous auriez mis en exergue, pas seulement Marguerite Duras ou la dédicace à Didier Ribon, vous auriez mis en exergue une phrase de Thomas Bernat, mais vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit de mettre l'exergue de Thomas Bernat, qui a verrouillé toute possibilité de le mettre en exergue. Mais il y a évidemment, derrière mon livre, derrière mon roman, une volonté politique. Et voilà, je m'inscris dans cette filiation de Sartre, d'Annie Ernaux, qui ont consisté à dire que la littérature était toujours déjà une littérature politique. Et mon roman, cette volonté-là, oui. Eh bien, écoutez, donc, c'était le 30 janvier 1997, celle que l'on considère un peu comme une pionnière de l'autofiction, hein, pour aller vite. Annie Ernaux au micro de Blandine Masson. Pour, par exemple, donc la honte sociale que j'ai ressentie, à partir de l'âge de 12 ans, eh bien, je pars de scènes. Et par exemple, une scène où je suis avec mon père au cours d'un voyage à Lourdes dans un restaurant un petit peu chic, et nous nous sentons déplacés. Mais c'est maintenant que je dis cela. Tout le travail d'écriture, c'est d'essayer de reconstituer avec les mots la sensation que j'ai éprouvé à ce moment-là dans ce restaurant devant des gens plus chics, et comment j'ai appréhendé la réalité. Mais c'est un travail d'écriture qui est très lent et qui est d'abord un travail sur moi-même. C'est de l'ordre de la mémoire, de retrouver très exactement donc le souvenir de la scène, d'essayer de comprendre ce qui était en jeu à ce moment-là. Et ce qui était en jeu, c'était en fait le sentiment qu'il y avait des classes sociales, mais à cette époque-là, je ne pouvais pas le dire avec ces mots-là. Donc c'est pas avec ces mots-là que je vais le dire, c'est avec la sensation de mes 12 ans. Annie Ernaux, Édouard Louis, elle dit c'est un travail très lent. Vous êtes allé très vite, vous. On va pas refaire le coup. Mais enfin, quand même, bon, voilà, vous avez 21 ans. Votre livre raconte votre enfance jusqu'à vos 15 ans. Et vous avez décidé d'écrire ce livre, 2-3 ans après être parti de chez vous. Donc, au fond, très peu de temps après, on va dire, ces événements récents et de votre vie. C'est très peu de temps après, parce que je m'étais senti traversé par la violence et que je n'ai pas eu le choix. Il m'a fallu faire quelque chose de cette violence. Ça a été écrire un livre, pour moi, ça aurait pu être autre chose. L'écriture du livre a été très lente et très difficile, et Annie Ernaux dit quelque chose de tout à fait juste, comme toujours, et magnifique. C'est que le travail d'écriture est un travail très long, très douloureux, mais qui permet d'atteindre un certain nombre de vérités, des sensations vécues, etc. Des choses qu'on peut montrer par ce travail sur la langue. Travail sur la langue, il a été évident tout de suite au départ qu'au fond ce livre ce serait je et non pas il. Oui, bien sûr, parce qu'il était question de moi et que je ne pouvais pas faire comme si ce n'était pas le cas. Parce qu'il faut quand même bien faire attention, n'est-ce pas, monsieur le spécialiste de Pierre Bourdieu, à ce que parler veut dire. Écoutez donc votre maître, c'était à apostrophe le 29 octobre 1982. Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire, autrement dit, je vais un peu paraphraser le titre et dire qu'au fond les mots ne disent pas seulement ce qu'ils ont l'air de dire, mais aussi qu'ils disent bien autre chose. Oui, c'est-à-dire que dès que l'on parle, on dit ce que l'on dit, mais on dit aussi, par la manière de dire, la valeur de ce qu'on dit. Bon, c'est-à-dire que dès le moment où on peut dire tout de différentes façons, on peut le dire en argot, on peut le dire en français conventionnel, en français non conventionnel, à tous les degrés. Bon. Dès le moment où on choisit inconsciemment un mode d'expression, on se classe. On se classe. Bon. Et donc on est exposé à être évalué. Bon, et on reçoit un prix. Enfin, bon. Alors évidemment, il y a des situations dans lesquelles le prix, c'est une note, par exemple, bon, c'est-à-dire après un salaire, etc. Bon, c'est le marché scolaire, si on parlait comme sur les fortifs, enfin évidemment, ça vaut pas très lourd sur le marché scolaire. Bon, hein, bon, alors ça, il faut le rappeler. Alors moi, c'est pas du tout un jugement de valeur. Quand je dis ça, je ne prends pas position. Je peux sentir le charme du langage populaire. Cela dit, il faut se rappeler que ce langage
en dehors du marché populaire, c'est-à-dire des conversations de bistrot, etc., n'a pas beaucoup de valeur. Bon. Alors, sauf quand les écrivains le récupèrent. Alors voilà, on se classe. Vous êtes classé où pour l'écrire ce livre? Je me suis classé hors de mon milieu social d'origine, il a bien fallu. Je me suis classé dans la langue bourgeoise, dans la langue comme dit Annie Ernaux, la langue de l'ennemi, même si l'autre langue était ennemie aussi pour moi. J'ai essayé d'être entre les deux. Voilà. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous dans la deuxième partie des Matins. Édouard Louis, je rappelle, en finir avec Eddie Bellegueule, roman au seuil. Deuxième partie qui sera introduite comme chaque jour par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, vos miséreux, on le disait tout à l'heure, sont des lumpen prolétaires. Ils sont racistes, ils réclament l'autorité, plus d'allocations tout en se méfiant de l'État et en méprisant ses représentants. Alors la question, c'est une question du moment. C'est pourquoi les pauvres ont-ils cessé de s'unir pour se révolter? C'est à vous Brice. Au début, j'ai trouvé outrancière cette plongée désespérée dans la misère. La vraie misère, pécuniaire bien sûr, mais surtout culturelle et morale. J'ai songé à ces bandes dessinées comiques où l'on se moque rageusement des minables et des ratés. Je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur et auteur Didier Tronchet. Son site L'univers pitoyable de Tronchet. Ses albums édités dans une série intitulée Les damnés de la Terre associés. Tronchet, c'est le Céline de la BD. Il décerne à ses personnages des Oscars de la misère humaine, par exemple meilleur décor, le parking de la cafétéria Rond-Point le soir de Noël et sous la pluie. Meilleure des primes, Grobert Roger, pilote de ligne raté, reconverti dans l'épicerie ambulante. Dans l'album suivant, nous indique Robert Grobert, épicier dans le Nord-Pas-de-Calais, célibataire aigri, qui mange son cassoulet froid dans la boîte et se mouche au rideau, réalisera-t-il son rêve de devenir pilote de ligne? Alors l'histoire que vous nous contez est un voyage au bout de la nuit du lumpen prolétariat. Ces personnages sont abominables, ils ne se contentent pas d'être pauvres, ils se vautrent dans leur mouise, ils l'ont érigé en mode de vie, en culture, sans jamais songer à en faire un combat. On voit défiler un père alcoolique qui ne veut pas être dérangé dans le local qui lui sert de chambre à coucher lorsqu'il mate des films de cul. Un cousin multirécidiviste qui finit par foncer sur un policier parce qu'il ne veut plus jamais retourner en prison. On croise un voisin qui se laisse mourir en faisant sous lui pendant des jours au point que ses chaussettes s'étaient incrustées dans sa chair. Sans oublier la mère du narrateur, un des rares personnages à avoir un vague souci de dignité qui fait une fausse couche dans les toilettes et se plaint de n'être pas parvenu à faire disparaître le bébé en tirant la chasse d'eau. Alors votre héros narrateur a beau faire de son mieux pour s'intégrer, pour s'adapter à cet environnement sordide, pour devenir un vrai dur comme les autres, un qui se détruit le cerveau à la bière avec les potes le samedi soir sous l'abri de bus, quelque chose cloche en lui. Ses manières sont efféminées. Il ne se plaît pas dans la compagnie des mecs, il préfère maquiller les filles avec lesquelles il fait mine de sortir pour donner le change. Mais la morale de cette histoire, c'est que son homosexualité, qu'il expose aux insultes et aux coups, paradoxalement, le protège aussi. Depuis son plus jeune âge, il sait qu'il n'appartient pas à ce monde-là. C'est comme un lequenois né par erreur chez les groseilles. Il ne veut pas participer à ce naufrage. Aussi va-t-il fuir, très loin, dans un internat où son corps de bourgeois va peut-être enfin cesser de le désigner à la vindicte homophobe. Parvenu au bout de ce livre, événement de ce livre qui nous change des introspections complaisantes pour nous plonger dans l'abjection et la souffrance, la pire des souffrances, celle d'être rejeté par les siens pour ce que l'on est, j'ai éprouvé une soudaine réminiscence. Bon sang, mais c'est bien sûr Jules Vallès. Nous tenons là l'équivalent au XXIe siècle du premier tome de la trilogie de Jacques Vintras, celle qui s'intitule « L'enfant ». Même les titres de vos chapitres lui font écho. Le collège chez Vallès, au collège chez Édouard Louis. La toilette chez Vallès, les manières chez Édouard Louis. La petite ville, les histoires du village, etc. etc. On n'en finirait pas. Mais au-delà des ressemblances des formes, car ces vignettes sont comme des lambeaux arrachés à une vie d'absolue détresse, vous avez en commun, avec Vallès, un même sens de la misère. Car il y a bien des sortes de misère en littérature. Il y a celle dont on se fait un drapeau parce qu'elle vous inscrit d'emblée dans le camp de la révolte du simple fait d'y être né et d'aspirer à s'en libérer. Et puis il y a la misère honteuse qu'on s'évertue toute sa vie à dissimuler comme une tare. Et il y a cette sorte de misère à la Jules Vallès, celle qui blesse et marque au plus profond et qui provoque un désir de fuite et de culture. Vallès sera agrégé, comme vous êtes normalien, mais si l'on en croit Jules Vallès, c'est une misère qui ne vous quitte jamais, même lorsqu'on croit enfin avoir abordé l'autre rive. La trilogie de Vallès se poursuit avec Le Bachelier et se conclut par L'Insurgé. Et vous, Édouard Louis, le prochain volume sera-t-il l'occasion d'une réconciliation avec le monde
ou de l'érection d'une barricade. Jules Vallès a été, vous le savez, un des dirigeants de la commune. Eddie Bellegueule ferait-il le même choix dans les mêmes circonstances? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Édouard Louis. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu Jules Vallès, je dois dire. C'est troublant, ça. Non, j'ai d'autres références. J'ai eu en effet de Thomas Bernhard, j'ai eu Annie Ernaux, j'ai eu... Alors Didier Ribon, il faut le signaler, le voyage à Reims qui déclenche, retour à Reims, pardon, qui déclenche aussi tout de même, qui vous aide réellement à passer à l'acte d'écrire. Qui a déclenché l'écriture de ce livre, et puis cette violence qu'on retrouvait chez Thomas Bernhard. Un des projets fondateurs de mon livre, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire d'une certaine manière de la violence un espace littéraire, comme Claude Simon a fait de la guerre un espace littéraire, ou comme Marguerite Duras a fait de la passion un espace littéraire et de la folie. Et ce que je voulais montrer, c'est non pas que des individus sont violents, non pas que des individus n'ont pas envie de se battre, mais que des individus sont rendus violents par leurs conditions de vie, que toute possibilité d'avoir l'envie de se battre est anéantie, rendue impossible par des conditions de vie. Et en ce sens-là, mon livre est, oui, en colère. Je suis en colère comme Vallès, mais contre un système et pas contre les individus que je décris. Et je pourrais même aller encore plus loin, comme je l'ai déjà dit, pour dire que mon livre excuse tout. Mon livre excuse tous les comportements. Mon livre excuse les garçons qui crachent au visage d'Eddie Bellegueule au début du roman. Ça n'est pas un livre tribunal. Non, un tribunal contre la société, mais pas un tribunal contre des individus, pas un tribunal contre les parents d'Eddie Bellegueule qui lui disent « Mais pourquoi tu es comme ça? Tu nous dégoûtes, tu es la honte de la famille parce que tu ne te comportes pas comme les autres. » Et précisément, je crois que c'est la littérature qui m'a permis de ne pas juger, qui m'a permis d'excuser, qui m'a permis par un travail sur la langue, à travers des situations, de mettre en avant des réalités dissimulées, cachées, enfouies, qui sont au principe des actes et des discours, qui sont au principe de ces crachats qui tombent sur le visage d'Eddie Bellegueule. Réminiscence de Jules Vallès chez Brice Couturier, dans l'équipe des Bâtins, Antoine Beauchamp, lui, a pensé, je ne sais si vous y avez pensé, si vous l'avez lu, à Louis Calafert. Écoutez cette archive de Louis Calafert sur France Culture, Les Avoines nues du 25 janvier 1988. Pierre Drachine s'entretenait avec Louis Calafert. Je voulais être écrivain sans savoir exactement ce que ça représentait, mais enfin c'était... Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai réellement pris conscience, enfin ça a été très vite d'ailleurs, où j'ai pris conscience de ce que pouvait être la vie à laquelle, enfin l'existence à laquelle normalement j'étais destiné. Là, j'ai eu le sentiment très fort et très assuré, enfin surtout que, en fait, par l'écriture, tout pouvait se sublimer. Enfin, on pouvait échapper à... Mais enfin, ça a demandé quand même plusieurs années après ça. Dans Limitrophe, vous avez écrit « Écrire m'a sauvé de la médiocrité de mon sort. Absolument. Et m'a consolé de tout ». Mais est-ce que ça vous a pas plutôt révélé la médiocrité de votre sort? Ah non, quand je suis rentré, d'abord, bon, j'ai eu une enfance difficile, et quand je suis rentré là, comme ça, dans une usine, là, j'ai immédiatement pris conscience de ce que pouvait être une condition qui n'était pas la condition ouvrière, hein. C'était la condition prolétarienne. Je ne sais pas si aujourd'hui ce type de condition existe encore en France, peut-être, je ne sais pas. Hein, non. Donc j'ai pris conscience tout à fait que c'était invivable, que c'était impossible, quoi. Donc c'est vrai que par l'écriture, là, j'ai commencé d'écrire pour moi. Alors j'ai commencé d'écrire pour moi et pour m'en sortir. Vous vous êtes dit, Édouard Louis, qu'il fallait vous en sortir d'abord et l'écriture est venue ensuite? Oui, absolument. J'ai fait d'abord d'autres tentatives. Il y a eu le théâtre, comme je le raconte à la fin du livre. Eddie Bellegueule commence à faire du théâtre et à entrer dans un lycée d'enseignement de théâtre qui va lui permettre de quitter son milieu. Et donc il m'a fallu chercher les façons de m'en sortir. Et puis plus tard, ça a été le livre, effectivement, grâce au retour à Reims de Didier Ribon, qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses et qui, encore plus encore, a fait naître des aspirations en moi. J'ai voulu devenir un auteur, moi aussi, comme le décrit Didier Ribon. Vous avez voulu devenir un auteur ou vous avez voulu devenir un bourgeois?
Vous savez, c'est toujours un peu les deux. C'est ce que dit Paul Nizan. J'étais candidat à la bourgeoisie, et moi aussi j'étais candidat à la bourgeoisie, en dépit de toute la violence que la bourgeoisie exerçait sur moi, sans s'en rendre compte, parce que je ne venais pas de ce monde-là. Mais la bourgeoisie est, oui, à un moment donné, je crois pouvoir le dire, quelque chose qui m'a permis de m'émanciper. Vous voyez, Annie Ernaux et Jean Genet disent comment écrire avec la langue de l'ennemi, puisque la langue de l'ennemi, c'est la langue de la littérature, la langue de la bourgeoisie, qui exclut les classes populaires structurellement, systématiquement, une langue à laquelle ils n'ont pas accès, etc. Moi, la langue de l'ennemi, c'était aussi la langue de mon enfance, qui me disait sale pédé, sale pédale, sale tentouse, qui disait les sales crouilles, les sales youpins. Et donc je me sentais face à deux langues ennemies, mais l'une de ces langues ennemies, la langue de la bourgeoisie et la langue de la littérature, est ce qui m'a permis de me transformer, d'en finir avec Eddie Bellegueule. Comment jugez-vous ces propos? Comment avez-vous entendu les propos de Louis Calafert? Oui, c'est-à-dire que moi aussi, donc d'une certaine manière, la littérature m'a permis de m'en sortir, de faire autre chose. Il a fallu aussi se battre contre la littérature aussi, d'essayer de faire autre chose. Et c'est pour ça que j'ai essayé... Mais contre quoi? Contre la langue, l'idéologie que véhicule la littérature. J'essaye de travailler différents niveaux de langage dans mon livre. Il y a comme ça des apparitions, des fulgurances de langage qui sont celles du milieu, du village, des hommes du village, des femmes du village. Et je voulais faire rentrer ce langage non littéraire en littérature, et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Tout ce contre quoi la littérature se définit, j'ai voulu le faire rentrer de force en littérature. Il fallait aussi écrire ce que, a priori, on n'a pas envie d'écrire, ou que l'on n'ose pas écrire. Tout ce qui concerne les scènes de sexe, par exemple, j'imagine, sont celles évidemment qui ont dû, enfin j'en sais rien d'ailleurs, mais qui ont peut-être posé des problèmes, enfin, ou qu'on ne veut pas écrire tout de suite. Oui, les scènes de sexualité. C'est très compliqué, de violence sexuelle, mais de désir aussi, de plaisir dans l'humiliation, enfin tout ce qu'on peut ressentir quand on a 14-15 ans et qu'on fait des choses interdites. Absolument, oui. Je raconte comment Eddie Bellegueule, comment moi j'ai eu des expériences sexuelles avec mes cousins secrètement à l'âge de 10, 11, 12 ans. Donc oui, il a fallu me battre contre moi-même. Écrire, c'était écrire contre moi-même, contre des affects qui me poussaient à ne pas dire les choses. Mais j'ai pris ce point de départ à revers et je me suis dit, tout ce que tu ne veux pas dire, il faut le dire, puisque c'est précisément ce qui est intéressant et que la littérature doit permettre de dire l'indicible d'une certaine manière. Il est difficile aussi d'écrire sur sa famille, sur son milieu social. Avec laquelle vous êtes fâché, il ne faudra pas faire de... Mais bon, je crois qu'il n'y a plus de contact du tout. Oui, absolument, plus de contact du tout. Et donc écrire, oui, c'était écrire contre des affects qui me liaient, malgré moi, à un monde quand même auquel j'ai appartenu. Et il m'a fallu me détacher de ces affects pour pouvoir tout dire, pour pouvoir déplacer la distinction entre ce qui est public et ce qui est privé, entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, puisque évidemment toutes les expériences les plus intimes sont toujours politiques et donc peuvent être littéraires. Ben, il faut dire que comment arrive-t-on à écrire par exemple une phrase comme celle-ci? Ma mère est une mère presque malgré elle. C'est forcément d'une violence inouïe pour la mère qui lira ça. Oui, je sais que c'est d'une violence inouïe. Je sais que mon livre a pu blesser des gens, comme c'est toujours le cas quand on écrit sur les autres, comme ce fut le cas pour Thomas Bernhard, par exemple, qui a été poursuivi de procès durant toute sa vie. Mais précisément, quand je dis que ma mère est une mère presque malgré elle, je montre qu'elle n'en est pas responsable, qu'elle a été mère à 17 ans, qu'elle n'a pas fait d'études et qu'elle est très vite fatiguée d'être mère, que parfois elle voudrait abandonner son rôle de mère, mais pas à cause de tares individuelles, mais à cause d'un milieu social qui l'a astreint à être ce qu'elle est.
Alors, on s'est beaucoup posé la question, une fois encore, de savoir, au fond, dans quelle case, vous savez comment on est, nous, hein, il faut qu'on mette des choses dans des cases, est-ce que c'est de l'autofiction, l'écriture de soi, en fait, toutes ces choses qui ont fait polémique aussi, notamment entre Christine Angot, Marcella Yacoub, la question de la vérité, enfin bref, on a voulu savoir un peu plus avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous avez été stagiaire chez lui, figurez-vous, Édouard Louis. C'est Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, spécialiste dans le droit de l'édition. C'est sans doute d'ailleurs lui qui vous a conseillé tout de même d'écrire un roman sur la couverture du livre Au Seuil. Il est traducteur, essayiste, vous le connaissez bien, vous avez été stagiaire chez lui. Voici comment, au fond, lui, il décide et où il définit, et il dit qu'il n'est pas facile de, justement, classer et de mettre votre livre dans une case au micro d'Antoine Beauchamp. Le livre d'Édouard Louis n'est pas une autofiction, contrairement aux apparences, parce qu'il y a l'écriture de soi, il y a surtout le moment où il sort, on est en début 2014, et on est sur les brisés en quelque sorte de Christine Angot et autres très très bons auteurs, mais qui ne répondent pas au même genre littéraire. Pour moi, on est dans le roman d'apprentissage, plutôt dans les confessions autobiographiques, un peu comme celle de Mishima, puisqu'il y a quand même l'homosexualité comme fil conducteur ou comme sujet principal ou thème principal. Puis il y a donc c'est les confessions en un masque éventuellement, et puis même si c'est pas un aussi grand livre que ça, mais les amitiés particulières de Roger Perfit. Alors, mais c'est dans une version très noire que propose Édouard Louis, évidemment. Puis il y a aussi cette lecture sociologique qu'on peut faire, et qui est donc une vision, une façon d'approcher ce livre, en finir avec Eddie Bellegueule, qui est sans doute beaucoup plus juste que le classement littéraire. Voilà, donc faudrait peut-être inventer une nouvelle catégorie de livres de sociologie. Ouais, c'est Emmanuel Pierrat au micro d'Antoine Beauchamp, Édouard Louis. Oui, c'est vrai que c'est à la fois une autofiction, à la fois une autobiographie, à la fois un roman. En tout cas, c'est un objet littéraire, c'est sûr. Mais il est vrai que j'ai voulu faire de la littérature avec des choses qui n'appartenaient pas à la littérature. Je parlais tout à l'heure du langage des classes dominées. Mais les sciences sociales aussi ont été très importantes. La sociologie a été très importante dans l'écriture de ce livre. Et on peut me le reprocher d'ailleurs, mais je trouve que c'est absolument... Et on vous le reproche d'ailleurs. On peut me le reprocher, oui, on me l'a reproché en me disant il y a trop de sciences sociales dans ce livre, mais voilà, de la même manière que Michel Foucault a fait de la philosophie avec l'histoire, avec les archives, moi je voudrais faire de la littérature avec autre chose que ce qu'est la littérature, et justement essayer de dépasser un tant soit peu les frontières. Daniel Salnave. Ouais, quand la première fois que j'ai lu votre livre, il y a quelque temps, ce qui m'a absolument sidéré, je n'arrêtais pas de vérifier que vous aviez 20 ans, c'est cette maîtrise. Parce que j'adore, j'apprécie beaucoup cette maîtrise chez les gens très jeunes, de même que j'aime la folie chez les gens âgés. Et c'est le symétrique, en quelque sorte. Alors, vous parlez beaucoup de Thomas Bernhard, et vous avez raison, mais ça pourrait donner une idée erronée de ce qui est votre procédé d'écriture, qui est très très différent. Parce que Thomas Bernhard procède par cette écriture de ressassement, de répétition, de martèlement qui nous a tous absolument éblouis par la harangue, etc. Et chez vous, ce qui est extraordinaire, c'est que cette violence dont vous parlez, qui vous a donné la force aussi de rompre, elle est maintenue, elle est maîtrisée, et là où elle ressort, à mon avis, vous avez parlé des deux langues de la violence, la langue bourgeoise et la langue qui vous enferme. Elle ressort avec ces strates en italique dans le livre qui font entendre sans arrêt cette voix. Alors, il y a un point sur lequel, moi j'ai été sidéré, je voudrais vous interroger, parce que c'est une vraie question dans l'émancipation, et les féministes se sont souvent posées, c'est celui de la mère, c'est le portrait de la mère. Le portrait de la mère est exceptionnel. Il y a un chapitre qui est portrait de ma mère au matin, et puis il y a la mère qui arrive par pulsion régulière. Et vous dites cette chose qui est quand même extraordinaire. C'est une femme en colère, cependant, elle ne sait pas quoi faire de cette haine qui ne la quitte jamais. Elle proteste seule devant sa télévision. Et reviennent régulièrement les moments où elle veut que vous continuiez vos études pour pas qu'on lui sucre les allocations, etc. Je voudrais que vous parliez de cela, du rôle que joue la mère dans cette reproduction du système dont elle est pourtant victime. Édouard Louis. Oui, c'est à la fois, c'est une mère qui, comme nous tous, qui, comme tout le monde, est traversée par différentes possibilités, par différents discours qui s'entrechoquent en elle, qui se télescopent. Donc d'une part, elle est une femme qui est astreinte très violemment à son rôle de femme, qui doit rester à la maison. Je raconte dans le roman qu'elle veut travailler à un moment donné à l'usine, quand bien même les conditions à l'usine sont terribles, où elle est s'occuper des personnes âgées dans le village, et son mari lui dit non, ce n'est pas ton rôle de femme. Donc elle est contrainte comme ça à rester du côté du soin, de la maison, de l'intérieur. Et puis, parfois,
émergent comme ça, des fulgurances de révolte contre ce monde qui a fait d'elle ce qu'elle est. Mais comme elle n'a pas les outils, comme elle a été exclue du monde scolaire, comme elle n'a pas les mots, elle ne sait pas quoi faire de cette haine et elle crie devant la télévision. Quelqu'un avait écrit il y a quelques années un livre formidable, c'est qui s'appelait « Les mères contre les femmes ». Et de 10 ans, à propos, c'était une enquête faite en Algérie, c'était Madame Lacoste qui a écrit cela. Et c'était passionnant parce que les mères inculquent une reproduction sociale dont les garçons vont être en quelque sorte les porteurs, ou les victimes, lorsqu'ils se retrouvent, ne pas correspondre au modèle. Et ça, c'est une question qui est quand même très fortement posée, et vraiment, c'est très frappant que les femmes aient ce rôle-là. Elles sont enfermées. Elles sont enfermées, mais reproduisent l'enfermement. Elles reproduisent l'enfermement. Et dans le roman, la mère d'Eddie Bellegueule lui dit « Tu n'es pas un vrai garçon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça ?» Et elle ne cesse de le remettre à sa place et s'interroger. Elle est malheureuse d'une certaine manière. Et lui, il ne sait pas quoi répondre. Et lui ne sait pas quoi répondre parce qu'il a d'un coup les crachats à l'école et à la maison, cette mère qui le remet sans cesse à sa place, qui malgré elle reproduit des rôles qui la dépassent. À quel moment vous êtes passé de Eddie à Édouard et de Bellegueule à Louis? Je suis devenu Édouard assez vite au lycée. Et puis je suis devenu Louis plus tard, parce que voilà, un nom ce n'est jamais qu'un nom, un nom ce sont des expériences, ce sont des vécus, et rompre avec cette expérience, c'était rompre avec mon nom. Il y a quelqu'un qui se souvient très bien du moment où vous êtes passé de Eddie à Édouard, de Bellegueule à Louis. Vous avez été aussi en stage chez elle, c'est une libraire, elle est 25 rue Rambuteau, Colette Carber, Les Cahiers de Colette. Je l'ai connu il y a quelques années, donc il y a 4 ans. Il était à l'époque l'étudiant de Didier Ribon et venait parfois le week-end. C'était un tout jeune homme de 17 ans qui était encore étudiant à Amiens. Moi, j'ai connu Eddie Bellegueule qui très vite s'est fait appeler Édouard Bellegueule quand il était entré à Normal Sup. Et il y a 2 ans, il m'avait aidé au Salon du Livre. Il ne connaissait pas à l'époque la poésie parce qu'il faisait des études surtout de sociologie et philosophie. Et je dois dire qu'en une demi-journée, il avait tout le rayon de ce stand de poésie que je tenais au Salon du Livre. Et il pouvait conseiller les clients et lui-même s'est ouvert à la poésie, mais vraiment presque en une demi-journée. C'est un garçon d'une courtoisie, d'une politesse, attentif aux gens, ça je l'ai vu de près. On essaye régulièrement de lancer un petit jeune, mais c'est pour pas grand-chose en général. Là, c'est un jeune homme qui a un discours. Le succès ne lui monte pas du tout à la tête. Et franchement, il sait où il va, là. Il voudrait rentrer au CNRS, je pense. Et puis, bon, surtout avoir son agrégation et continuer ses cours. Il ne rate aucun de ses cours à Normal Sup. Un petit jeune qui fait un tabac, comme il n'y a pas si longtemps, pour votre toute première signature, c'était au Cahier de Colette. Ça a été vraiment l'émeute. Et il y a eu quelque chose de très émouvant. Je ne pense pas qu'il ait vu après qu'elle a pleuré, mais une toute jeune femme qui avait été sa monitrice en colonie de vacances et qui m'a un peu parlé. Bon, elle avait connu le Eddie Bellegueule petit et elle était en larmes de voir ce qui était devenu. C'était en fait des larmes de joie. Alors là, je dois dire, c'était un public de tous les âges, vraiment. Il y avait des bobos, il y avait des gens de milieu plus simples, probablement qui sont un peu reconnus. Non, c'était un public très, très, très large et transgénérationnel aussi. Il y avait beaucoup de jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes. C'était un succès énorme. Évidemment, il ne s'est pas rendu compte, c'était la première signature qu'il faisait. Donc, il ne s'est pas rendu compte quel point c'était exceptionnel son succès. Il est tout jeune, il a eu 21 ans le 30 octobre, il est tout fluet, mais à l'intérieur, c'est très costaud. C'est du solide. Je l'aime. Édouard Louis. Oui, mais vous voyez, c'est la preuve de ce que disait Annie Ernaux tout à l'heure, c'est que devenir écrivain, c'est un long cheminement. Donc je suis passé par tout un tas d'expériences avant cela. Et puis j'ai croisé des personnes tout à fait formidables qui m'ont encouragé à écrire, comme ce fut le cas pour Colette Carber. Tiens, d'un stagiaire à l'autre, d'autres stagiaires, François-Xavier de Castelnau. Vous avez lu le livre d'Édouard Louis, vous êtes en première à Mulhouse, au lycée Jeanne d'Arc. Vous avez une question, cher stagiaire? Vous avez déjà répondu finalement aux questions que j'avais préparées, mais j'en ai quand même une pour vous. Donc aujourd'hui, vous êtes très demandé à la presse, notamment à de gros plateaux télé que vous refusez. Vous disiez dans une interview que vous avez peur, donc je reprends vos mots, qu'il y ait une fascination bourgeoise et condescendante autour de ce roman. Vous ne trouvez pas que c'est ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui? Oui, absolument. Il faut
on écrit un livre et qu'on présente un objet littéraire, il faut beaucoup se méfier, ce qui me conduit à refuser beaucoup de plateaux, de télévision, etc. Et surtout la télévision. Et puis, comme vous dites, dans la mesure où je parle d'un milieu très pauvre, exclu, dominé, il y a souvent, comme ça, je suis souvent confronté à une condescendance bourgeoise qui peut être jugeante et qui ramène les individus à des anecdotes, alors que justement, mon travail est toujours de replacer des comportements situés dans des ensembles, dans l'espace d'un village, et qu'on ne peut pas comprendre le rôle des femmes dans mon roman sans comprendre le rôle des hommes, le rôle de l'école, le rôle de la place, du village, etc. Et je sais que je peux, comme ça, être confronté à des réductions. Il faut se battre contre ça, il faut se battre pour imposer la représentation de son livre et ne pas aller dans certains espaces, fuir certains espaces. Faites attention tout de même, parce que je crois qu'il y a un film qui peut se préparer. Il faut être très vigilant, parce que la caricature peut être très vite. Je ne sais pas qui a signé pour le film, mais oui, bon, on ne peut rien dire pour l'instant. Brice. Oui, précisément, moi, c'est ce qui me dérange depuis le début de cet entretien. Je pense qu'il y a un fort décalage. Vous savez, il est toujours pareil, les écrivains disent bien autre chose que ce qu'ils voudraient dire. Alors vous avez des positions, vous êtes un disciple de Bourdieu, mais quand on lit votre livre, on a vraiment l'impression de lire un traître à sa classe. Je suis désolé. Quand vous arrivez à l'école normale supérieure, vous dites ces corps féminins de la bourgeoisie intellectuelle, je me dis, mais quelle bande de pédales. Donc on voit bien, quelque part, que pour vous, être passé de l'autre côté de la barrière, avoir quitté son village du Pas-de-Calais pour aller intégrer la bourgeoisie de normale supérieure, c'est une délivrance, ne dites pas le contraire. Tout votre livre est une condamnation de la misère et une apologie de la bourgeoisie beaucoup plus tolérante. Oui, bien sûr, je l'ai dit à peu près 10 minutes, c'est-à-dire que la bourgeoisie et les armes de la bourgeoisie avaient été pour moi un moyen de m'émanciper. Mais ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que je n'ai pas renié ma classe. Eddie Bellegueule ne renie pas sa classe, mais il est renié par sa classe. Contrairement à Annie Ernaux, la honte, ce n'est pas la honte que j'ai pu avoir pour mes parents, qui est arrivée beaucoup plus tardivement, mais c'était d'abord la honte de mes parents, de mon milieu. Et qui, pour ne pas dire la honte, disent la gêne. Qui disent la gêne, mais le dégoût aussi, encore plus fort que la honte, oui. On est à la radio, on ne vous voit pas, mais à la radio, il y a une chose qui est bien, c'est qu'on entend bien votre voix. Elle vient d'où alors cette voix? Elle est totalement construite. Elle est où la voix d'Eddie Bellegueule, de ce garçon un peu efféminé qui vole dans les aigus en battant des mains comme un papillon? Cette voix-là, vous l'avez construite? Oui. C'est la voix d'Édouard Louis, de Monsieur Louis? Absolument. Édouard Louis, c'est un truc de roi. Hein. Édouard, c'est un prénom de roi. Louis, c'est un prénom de roi. C'est plus même pas la bourgeoisie, on va vers l'aristocratie, monsieur. Louis, c'est le deuxième prénom de mon plus proche ami, et puis c'est aussi le nom des pièces de Jean-Luc Lagarce qui ont été très importantes de Louis dans Juste la fin du monde. Et, Lagarce, ça a été important aussi pour vous. Lagarce a été très important, évidemment, puisqu'il a une trajectoire qui est à peu près similaire à la mienne et à celle de Pierre Bourdieu aussi. Et voilà. Et donc oui, je me suis réinventé complètement, et par le nom, et dans la voix. Et mon livre est un appel à ça aussi, à se réinventer soi-même et à ne pas être ce qu'on a fait de nous. C'est pas du tout un jugement de valeur. Quand je dis ça, je ne prends pas position. Je peux sentir le charme du langage populaire. Cela dit, il faut se rappeler que ce langage, en dehors du marché populaire, c'est-à-dire des conversations de bistrot, etc., n'a pas beaucoup de valeur. Bon. Alors, sauf quand les écrivains le récupèrent. Alors voilà, on se classe. Vous êtes classé où pour écrire ce livre? Je me suis classé hors de mon milieu social d'origine, il a bien fallu. Je me suis classé dans la langue bourgeoise, dans la langue comme dit Annie Ernaux, la langue de l'ennemi, même si l'autre langue était ennemie aussi pour moi. J'ai essayé d'être entre les deux. Voilà. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous dans la deuxième partie des Matins. Édouard Louis, je rappelle, en finir avec Eddie Bellegueule, roman au seuil. Deuxième partie qui sera introduite comme chaque jour par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, vos miséreux, on le disait tout à l'heure, sont des lumpen prolétaires. Ils sont racistes, ils réclament l'autorité, plus d'allocations tout en se méfiant de l'État et en méprisant ses représentants. Alors la question, c'est une question du moment. C'est pourquoi les pauvres ont-ils cessé de s'unir pour se révolter? C'est à vous Brice. Au début, j'ai trouvé outrancière cette plongée désespérée dans la misère. La vraie misère, pécuniaire bien sûr, mais surtout culturelle et morale. J'ai songé à ces bandes dessinées comiques où l'on se moque rageusement des minables et des ratés. Je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur et auteur Didier Tronchet. Son site L'univers pitoyable de Tronchet. Ses albums édités dans une série intitulée Les damnés de la terre associés,
Tronchet, c'est le Céline de la BD. Il décerne à ses personnages des Oscars de la misère humaine, par exemple. Meilleur décor, le parking de la cafétéria Rond-Point le soir de Noël et sous la pluie. Meilleure des primes, Grobert, Roger, pilote de ligne raté, reconverti dans l'épicerie ambulante. Dans l'album suivant, on nous indique Robert Grobert, épicier dans le Nord-Pas-de-Calais, célibataire aigri, qui mange son cassoulet froid dans la boîte et se mouche au rideau, réalisera-t-il son rêve de devenir pilote de ligne? Alors l'histoire que vous nous contez est un voyage au bout de la nuit du lumpenprolétariat. Ces personnages sont abominables, ils ne se contentent pas d'être pauvres, ils se vautrent dans leur mouise, ils l'ont érigé en mode de vie, en culture, sans jamais songer à en faire un combat. On voit défiler un père alcoolique qui ne veut pas être dérangé dans le local qui lui sert de chambre à coucher lorsqu'il mate des films de cul. Un cousin multirécidiviste qui finit par foncer sur un policier parce qu'il ne veut plus jamais retourner en prison. On croise un voisin qui se laisse mourir en faisant sous lui pendant des jours au point que ses chaussettes s'étaient incrustées dans sa chair. Sans oublier la mère du narrateur, un des rares personnages à avoir un vague souci de dignité qui fait une fausse couche dans les toilettes et se plaint de n'être pas parvenu à faire disparaître le bébé en tirant la chasse d'eau. Alors votre héros narrateur a beau faire de son mieux pour s'intégrer, pour s'adapter à cet environnement sordide, pour devenir un vrai dur comme les autres, un qui se détruit le cerveau à la bière avec les potes le samedi soir sous l'abri de bus, quelque chose cloche en lui. Ses manières sont efféminées. Il ne se plaît pas dans la compagnie des mecs, il préfère maquiller les filles avec lesquelles il fait mine de sortir pour donner le change. Mais la morale de cette histoire, c'est que son homosexualité, qu'il expose aux insultes et aux coups, paradoxalement le protège aussi. Depuis son plus jeune âge, il sait qu'il n'appartient pas à ce monde-là, c'est comme un Lequesnois n'est par erreur chez les groseilles, il ne veut pas participer à ce naufrage, aussi va-t-il fuir très loin, dans un internat où son corps de bourgeois va peut-être enfin cesser de le désigner à la vindicte homophobe. Parvenu au bout de ce livre, événement de ce livre qui nous change des introspections complaisantes pour nous plonger dans l'abjection et la souffrance, la pire des souffrances, celle d'être rejeté par les siens pour ce que l'on est, j'ai éprouvé une soudaine réminiscence. Bon sang, mais c'est bien sûr Jules Vallès. Nous tenons là l'équivalent au XXIe siècle du premier tome de la trilogie de Jacques Vintras, celle qui s'intitule « L'enfant ». Même les titres de vos chapitres lui font écho. Le collège chez Vallès, au collège chez Édouard Louis. La toilette chez Vallès, les manières chez Édouard Louis. La petite ville, les histoires du village, etc. etc. On n'en finirait pas. Mais au-delà des ressemblances des formes, car ces vignettes sont comme des lambeaux arrachés à une vie d'absolue détresse, vous avez en commun, avec Vallès, un même sens de la misère. Car il y a bien des sortes de misère en littérature. Il y a celle dont on se fait un drapeau parce qu'elle vous inscrit d'emblée dans le camp de la révolte du simple fait d'y être né et d'aspirer à s'en libérer. Et puis il y a la misère honteuse qu'on s'évertue toute sa vie à dissimuler comme une tare. Et il y a cette sorte de misère à la Jules Vallès, celle qui blesse et marque au plus profond et qui provoque un désir de fuite et de culture. Vallès sera agrégé, comme vous êtes normalien, mais si l'on en croit Jules Vallès, c'est une misère qui ne vous quitte jamais, même lorsqu'on croit enfin avoir abordé l'autre rive. La trilogie de Vallès se poursuit avec Le Bachelier et se conclut par L'Insurgé. Et vous, Édouard Louis, le prochain volume sera-t-il l'occasion d'une réconciliation avec le monde ou de l'érection d'une barricade? Jules Vallès a été, vous le savez, un des dirigeants de la Commune. Eddie Bellegueule ferait-il le même choix dans les mêmes circonstances? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Édouard Louis. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu Jules Vallès, je dois dire. C'est troublant, ça. Non, j'ai d'autres références. J'ai eu en effet de Thomas Bernhard, j'ai eu Annie Ernaux, j'ai eu... Alors Didier Ribon, il faut le signaler, le voyage à Reims qui déclenche, retour à Reims, pardon, qui déclenche aussi tout de même, qui vous aide réellement à passer à l'acte d'écrire. Qui a déclenché l'écriture de ce livre, et puis cette violence qu'on retrouvait chez Thomas Bernhard. Un des projets fondateurs de mon livre, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire d'une certaine manière de la violence un espace littéraire, comme Claude Simon a fait de la guerre un espace littéraire, ou comme Marguerite Duras a fait de la passion un espace littéraire et de la folie. Et ce que je voulais montrer, c'est non pas que des individus sont violents, non pas que des individus n'ont pas envie de se battre, mais que des individus sont rendus
violents par leurs conditions de vie, que toute possibilité d'avoir l'envie de se battre est anéantie, rendue impossible par des conditions de vie. Et en ce sens-là, mon livre est, oui, en colère. Je suis en colère comme Vallès, mais contre un système et pas contre les individus que je décris. Et je pourrais même aller encore plus loin, comme je l'ai déjà dit, pour dire que mon livre excuse tout. Mon livre excuse tous les comportements. Mon livre excuse les garçons qui crachent au visage d'Eddie Bellegueule au début du roman. Ça n'est pas un livre tribunal. Non, un tribunal contre la société, mais pas un tribunal contre des individus, pas un tribunal contre les parents d'Eddie Bellegueule qui lui disent « Mais pourquoi tu es comme ça? Tu nous dégoûtes, tu es la honte de la famille parce que tu ne te comportes pas comme les autres. » Et précisément, je crois que c'est la littérature qui m'a permis de ne pas juger, qui m'a permis d'excuser, qui m'a permis par un travail sur la langue, à travers des situations, de mettre en avant des réalités dissimulées, cachées, enfouies. Son rôle de mère, mais pas à cause de tares individuelles, mais à cause d'un milieu social qui l'a astreint à être ce qu'elle est. Alors on s'est beaucoup posé la question une fois encore de savoir au fond dans quelle case, vous savez comment on est nous, il faut qu'on mette des choses dans des cases, est-ce que c'est de l'autofiction, l'écriture de soi, en fait toutes ces choses qui ont fait polémique aussi notamment entre Christine Angot, Marcella Yacoub, la question de la vérité, enfin bref, on a voulu savoir un peu plus avec quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous avez été stagiaire chez lui, figurez-vous, Édouard Louis. C'est Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, spécialiste dans le droit de l'édition. C'est sans doute d'ailleurs lui qui vous a conseillé tout de même d'écrire un roman sur la couverture du livre Au Seuil. Il est traducteur, essayiste, vous le connaissez bien, vous avez été stagiaire chez lui. Voici comment, au fond, lui, il décide ou définit, et il dit qu'il n'est pas facile de, justement, classer et de mettre votre livre dans une case au micro d'Antoine Beauchamp. Le livre d'Édouard Louis n'est pas une autofiction, contrairement aux apparences, parce qu'il y a l'écriture de soi, il y a surtout le moment où il sort, on est en début 2014, et on est sur les brisés en quelque sorte de Christine Angot et autres très très bons auteurs, mais qui ne répondent pas au même genre littéraire. Pour moi, on est dans le roman d'apprentissage, plutôt dans les confessions autobiographiques, un peu comme celle de Mishima, puisqu'il y a quand même l'homosexualité comme fil conducteur ou comme sujet principal ou thème principal. Puis il y a donc c'est les confessions en un masque éventuellement, et puis même si c'est pas un aussi grand livre que ça, mais les amitiés particulières de Roger Perfit. Alors mais c'est dans une version très noire que propose Édouard Louis évidemment. Puis il y a aussi cette lecture sociologique qu'on peut faire et qui est donc une vision, une façon d'approcher ce livre, en finir avec Eddie Bellegueule, qui est sans doute beaucoup plus juste que le classement littéraire. Voilà, donc faudrait peut-être inventer une nouvelle catégorie de livres de sociologie. Ouais, c'est Emmanuel Pierrat au micro d'Antoine Beauchamp, Édouard Louis. Oui, c'est vrai que c'est à la fois une autofiction, à la fois une autobiographie, à la fois un roman. En tout cas, c'est un objet littéraire, c'est sûr. Mais il est vrai que j'ai voulu faire de la littérature avec des choses qui n'appartenaient pas à la littérature. Je parlais tout à l'heure du langage des classes dominées. Mais les sciences sociales aussi ont été très importantes. La sociologie a été très importante dans l'écriture de ce livre. Et on peut me le reprocher d'ailleurs, mais je trouve que c'est absolument... Et on vous le reproche d'ailleurs. On peut me le reprocher, oui, on me l'a reproché en me disant il y a trop de sciences sociales dans ce livre, mais voilà, de la même manière que Michel Foucault a fait de la philosophie avec l'histoire, avec les archives, moi je voudrais faire de la littérature avec autre chose que ce qu'est la littérature et justement essayer de dépasser un tant soit peu les frontières. Daniel Selnave. Ouais, quand la première fois que j'ai lu votre livre, il y a quelque temps, ce qui m'a absolument sidéré, je n'arrêtais pas de vérifier que vous aviez 20 ans, c'est cette maîtrise. Parce que j'adore, j'apprécie beaucoup cette maîtrise chez les gens très jeunes, de même que j'aime la folie chez les gens âgés. Et c'est le symétrique en quelque sorte. Alors, vous parlez beaucoup de Thomas Bernhard, et vous avez raison, mais ça pourrait donner une idée erronée de ce qu'est votre procédé d'écriture, qui est très très différent. Parce que Thomas Bernhard procède par cette écriture de ressassement, de répétition, de martèlement qui nous a tous absolument éblouis par la harangue, etc. Et chez vous, ce qui est extraordinaire, c'est que cette violence dont vous parlez, qui vous a donné la force aussi de rompre, elle est
elle est maintenue, elle est maîtrisée. Et là où elle ressort, à mon avis, vous avez parlé des deux langues de la violence, la langue bourgeoise et la langue qui vous enferme. Elle ressort avec ces strates en italique dans le livre qui font entendre sans arrêt cette voix. Alors, il y a un point sur lequel, moi, j'ai été sidérée, je voudrais vous interroger, parce que c'est une vraie question dans l'émancipation, et les féministes se sont souvent posées. C'est celui de la mère, c'est le portrait de la mère. Le portrait de la mère est exceptionnel. Il y a un chapitre qui est portrait de ma mère au matin, et puis il y a la mère qui arrive par pulsion régulière. Et vous dites cette chose qui est quand même extraordinaire. C'est une femme en colère, cependant, elle ne sait pas quoi faire de cette haine qui ne la quitte jamais. Elle proteste seule devant cette télévision. Et reviennent régulièrement les moments où elle veut que vous continuiez vos études pour pas qu'on lui sucre les allocations, etc. Je voudrais que vous parliez de cela, du rôle que joue la mère dans cette reproduction du système dont elle est pourtant victime. Édouard Louis. Oui, c'est à la fois, c'est une mère qui, comme nous tous, qui, comme tout le monde, est traversée par différentes possibilités, par différents discours qui s'entrechoquent en elle, qui se télescopent. Donc d'une part, elle est une femme qui est astreinte très violemment à son rôle de femme, qui doit rester à la maison. Je raconte dans le roman qu'elle veut travailler à un moment donné à l'usine, quand bien même les conditions à l'usine sont terribles, où elle est s'occuper des personnes âgées dans le village, et son mari lui dit non, ce n'est pas ton rôle de femme. Donc elle est contrainte comme ça à rester du côté du soin, de la maison, de l'intérieur. Et puis, parfois, émergent comme ça des fulgurances de révolte contre ce monde qui a fait d'elle ce qu'elle est. Mais comme elle n'a pas les outils, comme elle a été exclue du monde scolaire, comme elle n'a pas les mots, elle ne sait pas quoi faire de cette haine et elle crie devant la télévision. Quelqu'un avait écrit il y a quelques années un livre formidable qui s'appelait « Les mères contre les femmes ». Et de 10 ans, à propos, c'était une enquête faite en Algérie. C'était Madame Lacoste qui a écrit cela. Et c'était passionnant parce que les mères inculquent une reproduction sociale dont les garçons vont être en quelque sorte les porteurs ou les victimes lorsqu'ils se retrouvent ne pas correspondre au modèle. Et ça, c'est une question qui est quand même très fortement posée et vraiment c'est très frappant que les femmes aient ce rôle-là. Elles sont enfermées. Elles sont enfermées, mais reproduisent l'enfermement. Elles reproduisent l'enfermement. Et dans le roman, la mère d'Eddie Bellegueule lui dit « Tu n'es pas un vrai garçon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça ?» Et elle ne cesse de le remettre à sa place et s'interroger. Elle est malheureuse d'une certaine manière. Et lui, il ne sait pas quoi répondre. Et lui ne sait pas quoi répondre parce qu'il a d'un coup les crachats à l'école et à la maison, cette mère qu'il remet sans cesse à sa place, qui malgré elle reproduit des rôles qui la dépassent. À quel moment vous êtes passé de Eddie à Édouard et de Bellegueule à Louis? Je suis devenu Édouard assez vite au lycée. Et puis je suis devenu Louis plus tard, parce que voilà, un nom ce n'est jamais qu'un nom, un nom ce sont des expériences, ce sont des vécus, et rompre avec cette expérience, c'était rompre avec mon nom. Il y a quelqu'un qui se souvient très bien du moment où vous êtes passé de Eddie à Édouard, de Bellegueule à Louis. Vous avez été aussi en stage chez elle, c'est une libraire, elle est 25 rue Rambuteau, Colette Carbert, Les Cahiers de Colette. Je l'ai connu il y a quelques années, donc il y a 4 ans. Il était à l'époque l'étudiant de Didier Ribon et venait parfois le week-end. C'était un tout jeune homme de 17 ans qui était encore étudiant à Amiens. Moi, j'ai connu Eddie Bellegueule qui très vite s'est fait appeler Édouard Bellegueule quand il était entré à Normal Sup. Et il y a 2 ans, il m'avait aidé au Salon du Livre. Il ne connaissait pas à l'époque la poésie parce qu'il faisait des études surtout de sociologie. D'une part, les familles des classes populaires, celles dont je parle, puisque c'est de là d'où je viens et c'est celle que je connais. Un instant de précision comme un encadré. Quand vous dites classe populaire, on est dans ce qu'on appelle le prolétariat. Ce ne sont pas des ouvriers, on est dans un milieu social inférieur, si j'ose dire. Mon roman décrit comme ça un village ouvrier du Nord, qui est déshérité, exclu, mis à la marge, et où l'usine renvoie petit à petit les ouvriers. Donc on est en effet moins qu'ouvriers. Et pour quelqu'un comme Eddie Bellegueule, et par rapport à l'actualité, avoir des cours de genre aurait été quelque chose de tout à fait émancipateur pour lui, tout à fait libérateur.
on lui aurait fait comprendre que cette différence est pour un enfant différent. De tels cours reviendrait à lui dire que ce qu'il a n'est pas pathologique, que ce qu'il a est construit. Bien sûr qu'il y a une théorie du genre, je vois pas pourquoi les gens se défendent de ça. Disons qu'il y a, si on est précis sur les mots, il y a des études de genre, les gender studies de Judith Butler. Il y a Judith Butler, il y a eu Simone de Beauvoir avant, qui se sont acharnés à déconstruire le genre. Mais comme le disait Derrida, déconstruire, c'est aussi toujours reconstruire, c'est montrer comment les choses sont construites, comment les comportements sont construits, comment les rôles sociaux sont construits. Et en fait, l'école n'arrête pas de nous astreindre, que ce soit dans la classe ou dans la cour de récréation, à des rôles de genre. En fait, le genre est omniprésent. Il est tellement omniprésent que si vous parlez de ça, vous déclenchez des réactions d'hystérie totale, comme on le voit, à quel point le genre structure les inconscients, les pensées, les façons de penser. Oui, mais enfin, ceux qui, en revanche, le milieu dans lequel vous êtes, vous dites sale pédé, ils n'ont pas franchement accès ou ne possèdent pas toutes les subtilités des questions d'études et de gender studies. Non, absolument. Ce n'est pas, une théorie à l'état théorique, c'est des théories à l'état pratique avec lesquelles on fait corps. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, justement, est-ce que vous pensez, comme l'écrit Sylvain Bromeau dans Libération ce matin, qu'au fond, quand même, le ministre de l'Éducation nationale s'y prend mal à dire absolument, au fond, qu'il ne s'agit pas de théorie du genre. Bromeau écrit « Notre ministre aurait ensuite gagné à expliquer combien le concept de genre, forgé par nombre de chercheurs en sciences humaines depuis plus d'un demi-siècle, est précieux pour penser nos sociétés, combien il est utile politiquement et même nécessaire pour lutter contre les inégalités. » Oui, absolument. C'est ce que je disais, c'est que le genre est quelque chose de tout à fait émancipateur, est une catégorie d'analyse qui permet de comprendre bien des mécanismes sociaux, les mécanismes de classe aussi, qui sont souvent des distinctions de genre. Être un vrai mec au sein des classes populaires dont je parlais, qui ont insulté Eddie Bellegueule, qui a insulté Eddie Bellegueule dans le roman. Être un vrai mec, c'est ne pas être un efféminé, un bourgeois, les bourgeois efféminés, etc. Comme on les perçoit dans ce monde-là. Et donc, si le monde politique n'arrive pas à faire bouger les lignes, au moins j'espère que la littérature le pourra. C'est ce que vous voulez faire, vous ? Il y a évidemment je m'inscris dans cette filiation. Si vous aviez eu le droit, vous auriez mis en exergue, pas seulement Marguerite Duras ou la dédicace à Didier Ribon, vous auriez mis en exergue une phrase de Thomas Bernat, mais vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit de mettre l'exergue de Thomas Bernat, qui a verrouillé toute possibilité de le mettre en exergue. Mais il y a évidemment, derrière mon livre, derrière mon roman, une volonté politique. Et voilà, je m'inscris dans cette filiation de Sartre, d'Annie Ernaux, qui ont consisté à dire que la littérature était toujours déjà une littérature politique. Et mon roman, cette volonté-là, oui. Eh bien, écoutez, donc, c'était le 30 janvier 1997, celle que l'on considère un peu comme une pionnière de l'autofiction, pour aller vite. Annie Ernaux au micro de Blandine Masson. Pour, par exemple, donc la honte sociale que j'ai ressentie, à partir de l'âge de 12 ans, eh bien, je pars de scènes. Et par exemple, une scène où je suis avec mon père au cours d'un voyage à Lourdes dans un restaurant un petit peu chic, et nous sentons déplacés. Mais c'est maintenant que je dis cela. Tout le travail d'écriture, c'est d'essayer de reconstituer avec les mots la sensation que j'ai éprouvé à ce moment-là dans ce restaurant devant des gens plus chics, et comment j'ai appréhendé la réalité. Mais c'est un travail d'écriture qui est très lent et qui est d'abord un travail sur moi-même. C'est de l'ordre de la mémoire, de retrouver très exactement donc le souvenir de la scène, d'essayer de comprendre ce qui était en jeu à ce moment-là. Et ce qui était en jeu, c'était en fait le sentiment qu'il y avait des classes sociales, mais à cette époque-là, donc je ne pouvais pas le dire avec ces mots-là. Donc c'est pas avec ces mots-là que je vais le dire, c'est avec la sensation de mes 12 ans. Annie Ernaux, Édouard Louis, elle dit c'est un travail très lent. Vous êtes allé très vite, vous. On va pas refaire le coup. Mais enfin, quand même, bon, voilà, vous avez 21 ans. Votre livre raconte votre enfance jusqu'à vos 15 ans. Et vous avez décidé d'écrire ce livre, 2-3 ans après être parti de chez vous. Donc, au fond, très peu de temps après, on va dire, ces événements récents et de votre vie. C'est très peu de temps après, parce que je m'étais senti traversé par la violence et que je n'ai pas eu le choix.
Il m'a fallu faire quelque chose de cette violence. Ça a été écrire un livre, pour moi, ça aurait pu être autre chose. L'écriture du livre a été très lente et très difficile, et Annie Ernaux dit quelque chose de tout à fait juste, comme toujours, et magnifique, c'est que le travail d'écriture est un travail très long, très douloureux, mais qui permet d'atteindre un certain nombre de vérités, des sensations vécues, etc., des choses qu'on peut montrer par ce travail sur la langue. Travail sur la langue, il a été évident tout de suite au départ qu'au fond ce livre ce serait « je » et non pas « il ». Oui, bien sûr, parce qu'il était question de moi et que je ne pouvais pas faire comme si ce n'était pas le cas. Parce qu'il faut quand même bien faire attention, n'est-ce pas, monsieur le spécialiste de Pierre Bourdieu, à ce que parler veut dire. Écoutez donc votre maître, c'était à Apostrophe le 29 octobre 1982. Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire, autrement dit, je vais un peu paraphraser le titre et dire qu'au fond les mots ne disent pas seulement ce qu'ils ont l'air de dire, mais aussi qu'ils disent bien autre chose. Oui, c'est-à-dire que dès que l'on parle, on dit ce que l'on dit, mais on dit aussi, par la manière de dire, la valeur de ce qu'on dit. C'est-à-dire que dès le moment où on peut dire tout de différentes façons, on peut le dire en argot, on peut le dire en français conventionnel, en français non conventionnel, à tous les degrés. Dès le moment où on choisit inconsciemment un mode d'expression, on se classe. Et donc on est exposé à être évalué. Et on reçoit un prix. Alors évidemment, il y a des situations dans lesquelles le prix, c'est une note, par exemple, c'est-à-dire après un salaire, etc. C'est le marché scolaire, si on parlait comme sur les fortifs, enfin évidemment, ça vaut pas très lourd sur le marché scolaire. Alors ça, il faut le rappeler. Alors moi, Eddie Bellegueule, voilà un nom, un patronyme qui en a de la gueule. Et pourtant, ce nom-là, notre invité ce matin, bonjour Édouard Louis, bonjour. A voulu s'en détacher, s'en débarrasser, comme on se déleste d'un poids beaucoup trop lourd, impossible à supporter davantage. Ce poids, c'est le poids d'une enfance et d'une adolescence chauffée à blanc, le poids du regard des autres sur une différence difficile, voire impossible à assumer, le poids aussi d'un milieu social que vous présentez, Édouard Louis, dans votre livre. En finir avec Eddie Bellegueule, comme au fond une cage dont on a seulement envie de fuir. Votre roman, Édouard Louis, il faut le dire, est au nombre des 10 livres présélectionnés dans le cadre du roman des étudiants, le nouveau prix littéraire lancé en décembre dernier par France Culture et Télérama, et dont le lauréat sera désigné le 19 mars par un jury d'étudiants. Mais enfin voilà, vous voilà Édouard Louis, vous êtes parti de votre village de Picardie pour aller passer un bac général option théâtre dans un lycée d'Amiens. Aujourd'hui, vous étudiez la sociologie à l'École normale supérieure, et l'an dernier, vous dirigez à 20 ans, Mazette, un ouvrage consacré à Pierre Bourdieu, intitulé Pierre Bourdieu, l'insoumission, un héritage aux presses universitaires de France. Et bien, cette insoumission devant la violence sociale et la violence du milieu ouvrier d'où vous venez, on la retrouve à chaque page de votre livre, poignant, sans pathos. En finir avec Eddie Bellegueule, disons-le tout net, nous a bouleversés au matin, pas seulement moi, toute l'équipe qui a préparé d'ailleurs l'émission avec moi. Et au fond, on se pose plusieurs questions, c'est légitime en le lisant. S'agit-il d'un reniement complet, d'un milieu que l'on méprise, d'un milieu social, d'un village, d'une famille, d'un père, d'une mère, d'un frère, ou au contraire une mise en lumière tendre malgré tout d'un monde que l'on cache en France ou que l'on ne veut plus voir? S'agit-il d'un journal intime? La question aussi de l'autofiction, d'un témoignage écrit avec les tripes, ou s'agit-il d'un roman sociologique, d'un essai presque qui décortiquerait les logiques d'une partie de notre société? Enfin, s'agit-il de manifestes politiques sonnant la révolte contre une homophobie active, ancrée dans le quotidien des mots, dans les insultes qu'on prononce, souvent sans réfléchir, et de la violence qui s'en dégage? Enfin, on nous assiste, en tout cas tout au long de votre livre, à un retournement, à la préparation d'un nouveau départ, et on se prend à ne plus croire nécessairement au hasard. Vous dites dans votre livre que le jeu de télévisé préféré de votre père était la roue de la fortune. Eh bien, cette roue, visiblement, semble avoir tourné pour vous. Édouard Louis, il faut que je fasse attention de bien vous appeler Édouard Louis, c'est un livre d'insoumission, de révolte, de vengeance? C'est un livre de révolte, non pas que Eddie Bellegueule dans le livre soit révolté, c'est un livre qui appelle à la révolte, contre les normes sociales qui nous enserrent, qui nous assignent à des places prédéterminées dans l'espace social. En vérité, Eddie Bellegueule n'est pas du tout quelqu'un de révolté dans le roman, c'est quelqu'un qui a peur, ce n'est pas quelqu'un qui fuit, la fuite a été seconde pour Eddie Bellegueule, c'est d'abord quelqu'un qui est abjecté dans un monde
qui ne veut plus de lui parce qu'il est différent, parce qu'il ne se comporte pas comme les autres, parce qu'il n'est pas un vrai garçon, parce qu'il ne correspond pas aux attentes de ses parents. Mais donc l'abjection est première et la fuite est seconde. La colère vient après, en fait. Il n'est pas accepté, pourquoi? Parce qu'il a des manières? Il n'est pas accepté parce qu'en effet, il grandit dans un milieu populaire où les valeurs viriles priment, les valeurs de la masculinité priment sur tout le reste. Et lui n'aime pas les jeux de garçons, lui a une voix très aiguë, lui ne se resserre pas une seconde fois au dîner. Et puis il a une forme d'attachement à ses enseignants, ce qui est toujours louche pour un vrai dur, qui doit refuser l'école, qui doit refuser de se soumettre d'une certaine manière. Il n'est pas assez gros. À l'école. Il n'est pas assez gros parce que les hommes doivent bien manger, c'est une bonne maladie, comme lui disent ses parents dans le roman, et comme me le disaient mes parents, et comme ils le disent toujours. Enfin bref, le problème c'est qu'on se dit que le petit Eddie Bellegueule, il est pédé. Eddie Bellegueule est pédé, et donc dès le début, on lui fera signifier sa différence, avant même que lui ait pris conscience de sa différence. Le livre commence sur une scène de crachat, où le narrateur, c'est-à-dire moi, reçoit dans un couloir au collège des crachats de deux garçons qui, jour après jour, vont revenir et l'insulter, le frapper, lui dire pédé, pédale, tantouse, etc. Ah donc c'est donc vous? Il y a marqué roman. Il est écrit roman parce que j'ai voulu protéger un certain nombre de personnes et puis parce que c'est une expérience qui est collective, c'est une expérience que d'autres ont vécue, que d'autres vivent, pas seulement des homosexuels aussi. Je me rends compte dans les courriers que je reçois depuis la publication du roman, de gens qui me disent « Moi j'étais le petit youpin, j'étais le petit rebeu, j'étais le petit pédé, j'étais la petite grosse ». Et mon roman traite de ça aussi, de qu'est-ce que c'est que d'être un enfant différent et de la guerre qui est menée aux enfants différents. Un enfant différent qui va essayer de se convaincre tout de même qu'il ne l'est pas tant que ça, donc il va grossir, manger des chips, ça n'a plus savoir qu'en faire, prendre 20 kilos et s'inventer, enfin plus que s'inventer, avoir quelques relations avec quelques petites amies. Il se met des masques. Eddie Bellegueule fait tout pour correspondre aux attentes. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il n'était pas en colère. Et que c'est en fait un dominé qui reproduit sa propre domination, qui essaie de se conformer aux normes et qui n'a qu'une aspiration, justement, c'est d'être comme tout le monde. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je répète que le livre n'est pas le récit d'une fuite, puisque à ce moment-là, Eddie Bellegueule donnerait tout, j'aurais tout donné pour être comme tout le monde, pour ne pas être différent. Et ensuite, on se réapproprie cette différence. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est un livre sur le piège, l'impossibilité de changer à l'intérieur du monde de mes parents, du collège, écrivez-vous. Absolument, c'est un monde à l'intérieur duquel il est impossible de changer, comme bien d'autres mondes d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la fuite a été nécessaire. D'abord, on vous abjecte, tu n'es qu'un sale pédé, tu n'es qu'un sale noir, tu es une femme. Et puis un jour, on peut écrire un livre ou descendre dans la rue et dire « je suis un sale pédé, j'en suis fier, je suis un noir ». Et j'en suis fier. Et se marrer à l'insulte éventuellement aussi, du coup. En tout cas, arriver à l'apprendre. Essayer de transformer l'injure, absolument, d'en faire un beau nom d'hérésie, comme disait Michel Foucault. Vous auriez aimé à l'école que justement il y ait éventuellement, je ne sais pas, un cours avec un professeur de collège qui vous aurait dit que ça n'est pas grave nécessairement d'être homosexuel. Vous avez vu la polémique qu'il y a aujourd'hui, les parents croient qu'on va enseigner à leurs enfants à l'école justement qu'ils ne sont ni des filles ni des garçons et que même le risque d'être homosexuel est grand. Comment vous observez ces parents-là qui manifestent beaucoup? Vous écrivez dans votre livre que par moment votre mère elle vous dit oh bah t'iras pas à l'école et puis c'est une récompense de ne pas vous y envoyer à l'école. Elle s'autorise à ne pas vous envoyer à l'école comme un petit cadeau. Absolument, parce qu'il y a une... C'est quoi qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Il y a une sorte de guerre des classes entre eux, qui sont au principe des actes et des discours, qui sont au principe de ces crachats qui tombent sur le visage d'Eddie Bellegueule. Réminiscence de Jules Vallès chez Brice Couturier, dans l'équipe des Bâtins, Antoine Beauchamp, lui, a pensé, je ne sais si vous y avez pensé, si vous l'avez lu, à Louis Calafert. Écoutez cette archive de Louis Calafert sur France Culture, Les Avoines nues du 25 janvier 1988. Pierre Drachine s'entretenait avec Louis Calafert. Je voulais être écrivain sans savoir exactement ce que ça représentait, mais enfin c'était... Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai réellement pris conscience, enfin ça a été très vite d'ailleurs,
où j'ai pris conscience de ce que pouvait être la vie à laquelle, enfin l'existence à laquelle normalement j'étais destiné. Là, j'ai eu le sentiment très fort et très assuré, enfin surtout que, en fait, par l'écriture, tout pouvait se sublimer. Enfin, on pouvait échapper à... Mais enfin, ça a demandé quand même plusieurs années après ça. Dans Limitrophe, vous avez écrit « Écrire m'a sauvé de la médiocrité de mon sort Absolument. et m'a consolé de tout ». Mais est-ce que ça vous a pas plutôt révélé la médiocrité de votre sort? Ah non, quand je suis rentré, non. D'abord, bon, j'ai eu une enfance difficile, et quand je suis rentré là, comme ça, dans une usine, là, j'ai immédiatement pris conscience de ce que pouvait être une condition qui n'était pas la condition ouvrière, hein. C'était la condition prolétarienne. Je ne sais pas si aujourd'hui ce type de condition existe encore en France, peut-être, je ne sais pas. Hein, bon. Donc j'ai pris conscience tout à fait que c'était invivable, que c'était impossible, quoi. Donc c'est vrai que par l'écriture, là, j'ai commencé d'écrire pour moi. Alors j'ai commencé à l'écrire pour moi et pour m'en sortir. Vous vous êtes dit, Édouard Louis, qu'il fallait vous en sortir d'abord et l'écriture est venue ensuite? Oui, absolument. J'ai fait d'abord d'autres tentatives. Il y a eu le théâtre, comme je le raconte à la fin du livre. Eddie Bellegueule commence à faire du théâtre et à entrer dans un lycée d'enseignement de théâtre qui va lui permettre de quitter son milieu. Et donc il m'a fallu chercher les façons de m'en sortir. Et puis plus tard, ça a été le livre, effectivement, grâce au retour à Reims de Didier Ribon, qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses et qui, encore plus encore, a fait naître des aspirations en moi. J'ai voulu devenir un auteur, moi aussi, comme le décrit Didier Ribon. Vous avez voulu devenir un auteur ou vous avez voulu devenir un bourgeois? Vous savez, c'est toujours... un peu les deux, c'est ce que dit Paul Nizan. J'étais candidat à la bourgeoisie, et moi aussi j'étais candidat à la bourgeoisie, en dépit de toute la violence que la bourgeoisie exerçait sur moi, sans s'en rendre compte, parce que je ne venais pas de ce monde-là. Mais la bourgeoisie est, oui, à un moment donné, je crois pouvoir le dire, quelque chose qui m'a permis de m'émanciper. Vous voyez, Annie Ernaux et Jean Genet disent comment écrire avec la langue de l'ennemi, puisque la langue de l'ennemi, c'est la langue de la littérature, la langue de la bourgeoisie, qui exclut les classes populaires structurellement, systématiquement, une langue à laquelle ils n'ont pas accès, etc. Moi, la langue de l'ennemi, c'était aussi la langue de mon enfance, qui me disait sale pédé, sale pédale, sale tentouse, qui disait les sales crouilles, les sales youpins. Et donc je me sentais face à deux langues ennemies, mais l'une de ces langues ennemies, la langue de la bourgeoisie et la langue de la littérature, est ce qui m'a permis de me transformer, d'en finir avec Eddie Bellegueule. Comment jugez-vous ces propos? Comment avez-vous entendu les propos de Louis Calafert? Oui, c'est-à-dire que moi aussi, donc d'une certaine manière, la littérature m'a permis de m'en sortir, de faire autre chose. Il a fallu aussi se battre contre la littérature aussi, d'essayer de faire autre chose. Et c'est pour ça que j'ai essayé... Mais contre quoi? Contre la langue, l'idéologie que véhicule la littérature. J'essaye de travailler différents niveaux de langage dans mon livre. Il y a comme ça des apparitions, des fulgurances de langage qui sont celles du milieu, du village, des hommes du village, des femmes du village. Et je voulais faire rentrer ce langage non littéraire en littérature, et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Tout ce contre quoi la littérature se définit, j'ai voulu le faire rentrer de force en littérature. Il fallait aussi écrire ce que, a priori, on n'a pas envie d'écrire ou que l'on n'ose pas écrire. Tout ce qui concerne les scènes de sexe, par exemple, j'imagine, sont celles évidemment qui ont dû, enfin j'en sais rien d'ailleurs, mais qui ont peut-être posé des problèmes, enfin, ou qu'on ne veut pas écrire tout de suite. Oui, les scènes de sexualité. Des scènes très compliquées, de violence sexuelle, mais de désir aussi, de plaisir dans l'humiliation, enfin tout ce qu'on peut ressentir quand on a 14-15 ans et qu'on fait des choses interdites. Absolument, oui. Je raconte comment Eddie Bellegueule, comment moi j'ai eu des expériences sexuelles avec mes cousins secrètement à l'âge de 10, 11, 12 ans. Donc oui, il a fallu me battre contre moi-même. Écrire, c'était écrire contre moi-même,
contre des affects qui me poussaient à ne pas dire les choses. Mais j'ai pris ce point de départ à revers et je me suis dit, tout ce que tu ne veux pas dire, il faut le dire, puisque c'est précisément ce qui est intéressant et que la littérature doit permettre de dire l'indicible d'une certaine manière. Il est difficile aussi d'écrire sur sa famille, sur son milieu social. Avec laquelle vous êtes fâché, enfin, on va pas faire de... Mais bon, je crois qu'il n'y a plus de contact du tout. Oui, absolument, plus de contact du tout. Et donc écrire, oui, c'était écrire contre des affects qui me liaient, malgré moi, à un monde quand même auquel j'ai appartenu. Et il m'a fallu me détacher de ces affects pour pouvoir tout dire, pour pouvoir déplacer la distinction entre ce qui est public et ce qui est privé, entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, puisque évidemment toutes les expériences les plus intimes sont toujours politiques et donc peuvent être littéraires. Ben, il faut dire que... Comment arrive-t-on à écrire, par exemple, une phrase comme celle-ci ? Ma mère est une mère presque malgré elle. C'est forcément d'une violence inouïe pour la mère qui lira ça. Oui, je sais que c'est d'une violence inouïe. Je sais que mon livre a pu blesser des gens, comme c'est toujours le cas quand on écrit sur les autres, comme ce fut le cas pour Thomas Bernhard, par exemple, qui a été poursuivi de procès durant toute sa vie. Mais précisément, quand je dis que ma mère est une mère presque malgré elle, je montre qu'elle n'en est pas responsable, qu'elle a été mère à 17 ans, qu'elle n'a pas fait d'études et qu'elle est très vite fatiguée d'être mère, que parfois elle voudrait abandonner